Les engoulevents de la colline. Je pris possession de la maison de mon cousin Abel Harrop dans les derniers jours d'avril 1928. Il était en effet évident que la police d'Aylesbury se révélait incapable, volontairement ou non, de progresser dans l'enquête sur sa disparition, et j'étais décidé à poursuivre moi-même les recherches. C'était une question de principe, plus que d'affection, car mon cousin, Abel, s'était toujours tenu un peu à l'écart du reste de la famille. Depuis son adolescence, il s'était acquis une solide réputation d'original, et n'avait jamais fait le moindre effort pour nous rendre visite ou pour nous convier chez lui. D'autre part, sa maison, perdue dans la vallée, à une dizaine de kilomètres d'Aylesbury Pike, après Arkham, n'était pas un endroit particulièrement attrayant pour nous qui vivions à Boston et Portland. Je tiens à préciser clairement, avant de raconter les différentes péripéties de cette aventure, qu'aucun autre motif ne m'incita à venir m'installer chez lui. La maison de mon cousin était très simple. Comme je l'ai dit, elle était construite dans le style conventionnel des demeures de la Nouvelle-Angleterre, comme on en rencontrait dans les villages des environs et même beaucoup plus loin vers le sud. Elle était rectangulaire et comportait un étage avec une petite terrasse à l'arrière et une véranda sur un côté pour compléter le rectangle. Cette véranda avait été autrefois efficacement abritée, mais l'écran qui la protégeait était percé de nombreux trous. Le tout présentait une profonde apparence de décrépitude. Cependant, la maison elle-même, qui était en bois, paraissait assez nette. Ses murs avaient été repeints moins d'un an avant la disparition de mon cousin, et cette couche de peinture avait tenu suffisamment pour donner un air de jeunesse à la maison, si l'on ne tenait pas compte, bien sûr, de la véranda. À sa droite, il y avait un bûcher, et à côté, un fumoir à poissons. Il y avait aussi un puits, recouvert d'un petit toit pointu, et un treuil, auquel étaient encore accrochés des seaux rouillés. Sur la gauche, une pompe, plus pratique, et deux petits hangars. Mon cousin n'étant pas fermier, la propriété n'abritait aucun animal. L'intérieur de la maison était en bon état. Manifestement, mon cousin en avait pris soin, bien que les meubles qu'il avait hérités de ses parents morts une vingtaine d'années plus tôt eussent été vermoulus et que le tissu des fauteuils eût été usé et fané par le temps. Le rez-de-chaussée était constitué d'une minuscule cuisine qui ouvrait sur la cour de derrière, d'un salon, meublé à l'ancienne mode, plus grand que la normale, et d'une autre pièce qui avait autrefois été une salle à manger, mais que mon cousin avait transformée en bureau. Elle regorgeait de livres, posés n'importe où, sur des étagères que mon cousin avait fabriquées lui-même, sur les chaises, sur un secrétaire, sur la table, et même sur le sol. L'un d'entre eux était encore ouvert sur la table, tout comme il l'était à la disparition de mon cousin. On m'avait dit au poste de police d'Aylesbury que rien n'avait été déplacé. L'étage était un grenier transformé. Dans toutes les pièces, au nombre de 3 et de dimension réduite, le toit était en pente. 2 d'entre elles étaient des chambres, l'autre servait de réserve, chacune ne comportait qu'une seule fenêtre. Une des chambres se trouvait au-dessus de la cuisine, l'autre au-dessus du salon et la réserve au-dessus du bureau. Je n'avais aucune raison de croire que mon cousin occupait l'une des 2 chambres. On m'avait laissé entendre qu'il couchait dans le salon. Comme le sommier du lit dans cette pièce se révéla particulièrement doux, je décidai d'en faire autant. L'escalier conduisant à l'étage partait de la cuisine, contribuant ainsi pour une grande part au manque de place. Les circonstances de la disparition de mon cousin étaient très simples. Le lecteur qui se souviendrait des quelques reportages parus dans les journaux de l'époque pourrait en témoigner. Il fut aperçu pour la dernière fois à Aylesbury au tout début du mois d'avril. Il acheta 5 livres de café, 10 livres de sucre, du fil métallique et un grand morceau de filet de pêche. 4 jours plus tard, le 7 avril, l'un de ses voisins passa près de la maison. Ne voyant aucune fumée sortir de la cheminée, il s'approcha et entra, après quelques hésitations. Mon cousin entretenait apparemment de mauvais rapports avec son voisinage. Il était plutôt bourru, et ses voisins le tenaient à l'écart. Cependant, comme la température était assez fraîche, ce 7 avril,
Lem Giles s'approcha de la porte et frappa. Ne recevant pas de réponse, il poussa la porte. Elle n'était pas fermée, et il entra. Il trouva la maison déserte et froide. Une lampe qu'on avait allumée près d'un livre encore ouvert avait achevé de se consumer entièrement. Giles trouva curieuse l'absence du propriétaire, mais il n'en parla que 3 jours plus tard, le 10, lorsqu'en se rendant à Aylesbury, il passa à nouveau devant la maison et s'arrêta pour les mêmes raisons, retrouvant les lieux dans le même état. Ce jour-là, il en fit part à un commerçant d'Aylesbury, qui lui conseilla d'aller raconter l'affaire au shérif. C'est ce qu'il fit, non sans une certaine répugnance. Un shérif adjoint se rendit aussitôt à la villa de mon cousin. Comme le dégel avait eu lieu récemment et que la neige avait fondu, il était impossible de relever des traces de pas. D'autre part, une petite quantité seulement de sucre et de café ayant été utilisée, on en déduisit que mon cousin avait disparu 1 jour ou 2 après son dernier passage à Aylesbury. Étant donné que le filet qu'il avait acheté était encore en tas sur un fauteuil dans un coin du salon, il était évident que mon cousin avait eu l'intention de l'utiliser pour confectionner quelque chose. Mais bien que ce genre de filet eût été employé le long de la côte pour la pêche aux gros poissons, les projets d'Abel restaient obscurs. Les efforts des hommes du shérif d'Aylesbury se résumèrent, comme je l'ai déjà insinué, à une enquête de pure forme. Rien n'indiquait qu'ils se fussent passionnés pour la disparition de leurs concitoyens. Ils se découragèrent sans doute trop vite devant la réticence de ses voisins, ce qui n'était pas mon intention. Si les rapports des policiers étaient dignes de confiance, et je n'avais aucune raison de penser le contraire, ses voisins avaient tenu mon cousin à l'écart, et même maintenant, après sa disparition, alors qu'il était présumé mort, ils ne désiraient pas davantage parler de lui qu'ils ne tenaient à le fréquenter auparavant. En effet, je recueillis une preuve péremptoire du sentiment de ses voisins avant la fin de ma première journée dans la propriété. Bien que la maison ne possédât pas d'installation électrique, elle comportait le téléphone. Quand il sonna au milieu de l'après-midi, moins de 2 heures après mon arrivée à la villa, je descendis et décrochai, oubliant que la ligne faisait partie d'un système à postes groupés. Je me préparais à répondre, mais quand je pris l'appareil, quelqu'un parlait déjà. J'aurais raccroché sans plus attendre, si l'on n'avait pas mentionné le nom de mon cousin. Poussé par une curiosité indiscrète mais bien naturelle, j'écoutais. Il y a quelqu'un dans la villa d'Abel Harrop. Lem est passé par là en rentrant de la ville il y a une dizaine de minutes, et il a aperçu un homme. 10 minutes, pensai-je. Il devait s'agir de Giles, le plus proche voisin, qui habitait un peu plus haut sur la colline. Oh, Madame Giles, vous ne croyez pas qu'il soit revenu? Dieu nous en préserve. Mais ce n'est pas lui. Du moins, Lem dit que la silhouette qu'il a vue ne lui ressemblait pas. S'il revient, je partirai d'ici. J'en ai déjà suffisamment supporté. On n'a trouvé aucune trace de lui. Et on n'en trouvera jamais. Ils l'ont emporté. Je savais qu'il les appelait. Amos lui avait dit de se débarrasser de ses ouvrages. Mais il savait tout mieux que les autres. Il restait assis des nuits entières à lire ses livres diaboliques. Ne vous inquiétez pas, Esther. Après tout ce qui s'est passé, nous avons de la chance d'être encore en vie pour nous inquiéter. Cette conversation quelque peu ambiguë confirma ma première impression. Les habitants de ce vallon retiré au milieu des collines en savaient beaucoup plus qu'ils ne l'avaient prétendu aux policiers. Mais ce premier entretien n'était qu'un début. Ensuite, le téléphone sonna toutes les demi-heures, et mon arrivée chez mon cousin fut le principal sujet de conversation. Chaque fois, j'écoutais, sans le moindre scrupule. Les familles qui résidaient autour de la poche où s'élevait la propriété d'Abel étaient au nombre de 7. Aucune des habitations ne se trouvait en vue de la villa. Il y avait, dans l'ordre, en commençant par le haut du vallon, Lem et Abbé Giles, leurs 2 fils, Arthur et Albert, et une fille, Virginia, une simple d'esprit d'une 20aine d'années. Près d'eux et un peu plus bas, Lute et Jethro Corey, célibataires, et un domestique, Curtis Begbye.
À l'est, plus loin, dans les collines, Seth Whatley, sa femme Emma et leurs 3 enfants, Willie, Mamie et Ella. Plus bas, et 1 mille à l'opposé de la propriété de mon cousin, Laban Hoff, un veuf, ses enfants, Suzy et Peter, et sa sœur Lavinia. Environ 1 à 2 milles plus bas, le long de la route qui conduisait à La Poche, Clem Osborne et sa femme Marie, et 2 domestiques, John et Andrew Baxter. Sur les collines, à l'ouest de la villa de mon cousin, Rufus et Angeline Wheeler, ainsi que leurs fils, Perry et Nathaniel. Et enfin, les 3 sœurs Hutchins, Esther, Joséphine et Amelia avec 2 domestiques, Jess Trumbull et Amos Whatley. Tous ces gens étaient branchés sur la même ligne téléphonique que mon cousin. En moins de 3 heures, les femmes s'appelant les unes les autres, tout le monde fut informé de ma venue. Comme chaque femme ajouta sa part d'information, on sut qui j'étais et on devina les raisons de ma présence. Cette agitation était sans doute normale dans un hameau aussi isolé où l'événement le plus bénin prenait une importance considérable pour des gens qui n'avaient pas d'autre sujet d'intérêt. Mais le plus troublant de ces conversations téléphoniques était cette peur qui suintait à travers chaque mot. Manifestement, mon cousin Abel Harrop avait été tenu à l'écart en raison de ses étranges occupations et de la frayeur qu'il inspirait. C'était troublant de penser qu'une telle crainte aurait pu, aisément, conduire quelqu'un au meurtre pour tenter d'y échapper. Je savais qu'il ne me serait pas facile de vaincre la suspicion des voisins, mais j'étais résolu à ne pas me laisser rebuter. Je me couchai assez tôt ce soir-là, mais je n'avais pas songé aux difficultés que j'allais éprouver pour m'endormir dans une telle région. Alors que j'attendais un silence total, j'allais être obligé de supporter, au contraire, une infernale cacophonie de sons qui assaillait et envahissait la maison. En effet, une demi-heure après le coucher du soleil, alors que la pénombre régnait dans le vallon, un engoulevent solitaire me vrilla les oreilles d'un cri strident et régulier comme je n'en avais jamais entendu auparavant. Il ne resta seul que 5 minutes. Un peu plus tard, 20 de ses congénères l'avaient rejoint, et au bout d'1 heure, leur nombre dépassa largement la 100aine. Comme la configuration du vallon était telle que les flancs des collines se renvoyaient l'écho de l'un à l'autre, j'éprouvais l'impression d'être cerné par des centaines de ces oiseaux qui se répondaient d'une manière ininterrompue. Leurs cris variaient d'intensité, commençant comme un appel à peine murmuré, pour s'élever avec une force explosive qui éclatait juste sous ma fenêtre et finir à nouveau en un murmure qui semblait venir de tous les coins de la vallée. Connaissant un peu les mœurs des engoulevents, je m'attendis d'abord à les voir s'interrompre 1 heure plus tard pour reprendre leur désagréable concert le lendemain, juste avant l'aube. Mais je me trompais complètement. Non seulement les oiseaux poursuivirent leur vacarme toute la nuit, mais il fut évident que leur nombre s'accrut sans cesse, comme s'ils arrivaient du fond des bois pour se poser partout, sur le toit de la maison, sur les volets, aussi bien que dans le jardin, faisant un tel bruit qu'il me fut impossible de m'endormir avant l'aube, où, un par un, ils s'éloignèrent, tandis que leurs cris se perdaient dans le lointain. Je compris dès cet instant que je ne pourrais pas supporter longtemps cette horripilante cacophonie terrible pour les nerfs. Je n'avais pas dormi 1 heure que la sonnerie du téléphone me réveilla, complètement exténué. Je me levai et décrochai le récepteur, me demandant qui pouvait bien m'appeler à une telle heure, et c'est comme voulait. Je murmurai un « allô » ensommeillé. « Harrop, ici Dan Harrop. J'ai quelque chose à vous dire. Vous m'entendez? »« Qui est à l'appareil ?» demandai-je. « Écoutez-moi, Harrop. Vous savez ce qui est bon pour vous? Vous ferez bien de filer d'ici, le plus vite possible. » Je n'étais pas encore remis de mon étonnement que mon interlocuteur raccrocha. Encore abruti par le manque de sommeil, je restai immobile quelques instants, puis je reposai le récepteur. Une voix d'homme, bourrue et âgée,
Certainement un des voisins. Le timbre de la sonnerie prouvait que l'appel venait d'un abonné de la ligne et non du central. J'étais à mi-chemin de mon lit improvisé dans le salon quand le téléphone sonna à nouveau. Bien que la sonnerie ne fût pas pour moi, je retournai à l'appareil. Il était maintenant 6h30 et le soleil commençait à apparaître au sommet des collines. C'était Emma Whatley qui appelait Lavinia Off. Vinnie, tu les as entendus la nuit dernière? Oh mon Dieu, oui. Emma, tu crois que ça veut dire que... Je n'en sais rien. C'était absolument horrible. Je n'avais rien entendu de pareil depuis le jour où Abel s'était rendu dans les bois, l'été dernier. Willy et Mamie sont restés éveillés toute la nuit. J'ai peur, Vinnie. Moi aussi, mon Dieu. Et si ça recommençait? Tais-toi. Vinnie, quelqu'un pourrait nous entendre. Le téléphone sonna toute la matinée. C'était le seul sujet de conversation. Je compris rapidement que les engoulevents et leur vacarme de la nuit étaient responsables de cet affolement des voisins. Pour ma part, j'avais trouvé leur manifestation ennuyeuse, mais il ne m'était pas venu à l'esprit qu'elle pouvait être anormale. Toutefois, à la lumière des conversations que j'avais surprises, il était non seulement anormal, mais inquiétant d'entendre des oiseaux crier avec une telle insistance et une telle constance. Ce fut Esther Hutchins qui parla clairement la première de la peur superstitieuse des voisins en téléphonant à l'une de ses cousines de Dunwich, quelques milles plus au nord. Les collines ont encore parlé la nuit dernière, Flora. Je les ai entendues toute la nuit. Je n'ai pas pu fermer l'œil. C'étaient des engoulevents. Il y en avait près de chez Harrop, mais ils étaient si bruyants qu'on les aurait crus sur le pas de la porte. Ils sont venus chercher l'âme de quelqu'un, comme ils étaient venus à la mort de Benchwiller, de la sœur Hoff, de la femme de Curtis Begbie. Annie, je le sais, j'ai compris maintenant. Quelqu'un va mourir. Et bientôt. Tu peux me croire sur parole. Une étrange superstition, pensai-je. Néanmoins, cette nuit-là, après une journée chargée qui ne m'avait pas laissé le loisir de commencer mon enquête auprès des voisins, je me préparais à la venue des engoulevents, assis dans l'obscurité près de la fenêtre du bureau. Je ne jugeais pas nécessaire de faire de la lumière, car nous étions à 3 jours de la pleine lune, et celle-ci éclairait brillamment le paysage de cette lueur verdâtre, si particulière au clair de lune. Bien avant d'envahir le vallon, l'obscurité recouvrit les collines boisées qui l'entouraient. Ce fut des coins les plus reculés et les plus sombres des bois que s'élevèrent les premiers cris des engoulevents. Il y avait eu étrangement peu de manifestations d'autres oiseaux nocturnes avant les engoulevents. Seuls quelques corbeaux de nuit étaient apparus dans le ciel. Ils avaient décrit quelques spirales en croassant lugubrement. Puis, ils avaient plongé brusquement vers la côte, en une chute à couper le souffle, provoquant un étrange zoom au plus fort de leur plongeon. Mais aucun ne se fit plus voir ou entendre après la tombée de la nuit. Et l'un après l'autre, les engoulevents commencèrent à crier. Ils apparurent quand l'obscurité envahit la vallée. Sans aucun doute, ils se glissaient en un vol silencieux des bois vers la maison où je me tenais. Je vis le premier s'approcher, comme une tache sombre dans le clair de lune, et se poser sur le toit pointu du puits. Et quelques instants plus tard, un autre le rejoignit, puis un suivant, et un autre encore. Bientôt, ils couvrirent le sol entre la maison et les hangars. Puis je sus qu'ils s'en trouvaient aussi sur le toit de la villa. Ils occupaient chaque pouce de terrain. J'en dénombrais plus de 100 avant de m'arrêter de compter, n'étant plus très sûr de ne pas les confondre, en raison de leurs déplacements incessants. À aucun moment, ils n'interrompaient leurs cris. J'avais toujours estimé que le cri d'un engoulevent possédait une espèce de douceur nostalgique. Mais j'ai changé d'avis. Les oiseaux entouraient la maison, faisant entendre la plus infernale des cacophonies concevables. Si le chant d'un engoulevent, entendu à une certaine distance, peut paraître harmonieux et agréable, ce même cri, poussé juste devant ma fenêtre, était incroyablement aigu et déplaisant. Il semble alors un intermédiaire entre un hurlement et un bruit de crécelle. Multiplié des dizaines et des dizaines de fois,
le bruit devenait proprement insoutenable, si horripilant qu'au bout d'une heure pendant laquelle se répéta le même processus que la nuit précédente, je cherchai une échappatoire en me bourrant les oreilles de coton. Ce subterfuge ne m'apporta qu'un bref et temporaire soulagement. Mais son action, s'ajoutant à la fatigue de ma nuit blanche, je parvins tant bien que mal à m'endormir après avoir pris un somnifère. Ma dernière pensée, avant de sombrer dans le sommeil, fut qu'il était nécessaire de me mettre au travail sans tarder, sinon les cris incessants des engoulevents, qui manifestement descendraient des collines tous les soirs de la saison, risqueraient de me faire perdre la raison. Je fus réveillé avant l'aube. Le somnifère avait cessé d'agir, mais les engoulevents n'avaient pas encore interrompu leurs cris. Je m'assis sur mon lit et regardai immédiatement par la fenêtre. Les oiseaux se tenaient toujours là, bien qu'ils se fussent quelque peu éloignés de la maison et leur nombre avait diminué. La faible clarté de l'aube naissait à l'est, et prenant la place de la lune qui avait disparu, brillaient les astres du matin, les planètes, Mars, déjà haute dans le ciel de l'est, Vénus et Jupiter dans leur splendeur rougeoyante, à peine 5 degrés au-dessus de l'horizon. Je m'habillai, me préparai un petit déjeuner, et pour la première fois, m'arrêtai devant les ouvrages que mon cousin avait empilés. J'avais donné un rapide coup d'œil aux livres restés ouverts sur la table, mais je n'avais pas compris grand-chose, sauf qu'ils semblaient être imprimés en caractères qui imitaient l'écriture cursive, et par conséquent difficilement lisibles. D'autre part, ils traitaient de sujets étranges, qui me paraissaient les élucubrations échevelées d'une imagination débordante. Les autres recueils de mon cousin semblaient traiter des sujets similaires. Un exemplaire de l'almanach du vieux fermier me parut familier, mais il était le seul de son espèce. Je pensais lire plutôt plus que la normale, mais je ressentis un étrange sentiment d'ignorance devant la bibliothèque de mon cousin, si l'on peut appeler ainsi le ramassis disparate que je trouvais. Cependant, un rapide examen de cette bibliothèque me fit éprouver un certain respect pour Abel, dont les connaissances en langues étrangères dépassaient largement les miennes, si vraiment il avait été capable de lire tous les recueils qu'il possédait. Il y en avait en effet en différentes langues, à en juger par leurs titres, et la plupart d'entre eux m'étaient incompréhensibles. Je me rappelais vaguement avoir entendu parler de l'œuvre du révérend Ward Phillips, les prodiges thaumaturgiques sur la terre de Canaan, mais jamais de recueil comme le culte des Goules, du comte d'Erlette, du De Vermis Mysteris de Ludwig Prien, du Ars Magna et Ultima de Lully, des manuscrits narcotiques, du texte de Rlier, du Unaussprechlichen Kulten et de bien d'autres encore. Il ne me vint pas à l'esprit que ces ouvrages puissent contenir la clé de la disparition de mon cousin, jusqu'au moment où, plus tard dans la journée, je décidai de consacrer mon temps à essayer d'entrer en rapport avec mes voisins, espérant que mon enquête personnelle auprès d'eux me permettrait d'en découvrir davantage que les policiers. Je me rendis tout d'abord chez Lem Giles, dont la propriété se trouvait environ 1 mille plus au sud. L'accueil qu'on me réserva ne fut guère encourageant. Abby Giles, une grande femme décharnée, m'aperçut de la fenêtre et, secouant la tête, refusa de venir jusqu'à la porte. Alors que je restais dans le jardin, ne sachant pas trop comment lui faire admettre que je n'étais pas dangereux, Lem Giles sortit précipitamment de la grange, l'air agressif. « Qu'est-ce que vous voulez, étranger ?» demanda-t-il. Bien qu'il m'appelât étranger, je savais qu'il me connaissait parfaitement. Je me présentai et lui expliquai que je désirais découvrir la vérité sur la disparition de mon cousin. Pouvait-il m'apprendre quelque chose à ce sujet? « Je n'ai rien à dire, » répondit-il brièvement. « Allez interroger le shérif. Lui raconter tout ce que je savais. » J'ai une impression curieuse. Il me semble que les gens des environs en savent plus qu'ils ne le prétendent. C'est possible. Ils ne disent rien, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je ne pus rien tirer de plus de Lem Giles. Je me rendis ensuite chez les Correts.
mais la maison était apparemment vide et je ne reçus aucune réponse. Alors, j'empruntai un raccourci qui, je le supposais, devait me conduire à la propriété des Hutchins, et qui m'y conduisit en effet. Mais, avant d'arriver en vue de la maison, je fus aperçu et ailé par un homme qui travaillait dans les champs, et je me retrouvai en face d'un athlétique personnage qui possédait un thorax large comme une barrique et qui me dépassait d'une bonne demi-tête. Sans aménité, il me demanda où j'allais. « Je vais chez les Hutchins. »« Inutile de vous donner cette peine, » répondit-il. « Il n'y a personne. Je travaille pour eux. Je m'appelle Amos Watley. » J'avais déjà parlé à Amos Watley. Je reconnaissais sa voix. C'était lui qui m'avait conseillé de quitter la région aussi vite que possible. Je l'observai en silence pendant quelques instants. « Je m'appelle Dan Harrop, dis-je enfin. Je suis venu découvrir ce qui est arrivé à mon cousin, et j'y parviendrai. » Je vis qu'il savait, depuis le début, qui j'étais. Il m'étudia longuement avant de reprendre la parole. « Et si vous le découvrez, vous repartirez ? » Je n'aurai aucune raison de rester. Paraissait indécis, comme s'il n'avait pas confiance en moi. « Vous vendrez la maison ?» poursuivit-il. « Elle ne m'est d'aucune utilité. »« Alors, je vais vous dire, » reprit-il en se décidant soudain. « Votre cousin, ce Harrop, a été emporté par ceux de l'au-delà. Il les a appelés, et ils sont venus. » Il s'arrêta de parler aussi brusquement qu'il avait commencé, et me scrutant de ses yeux noirs. « Vous ne me croyez pas, » exclama-t-il. « Vous ne savez pas. »« Je ne sais pas quoi. »« Vous ne savez rien de ceux de l'au-delà, » me dit-il, l'air profondément déçu. « Je n'aurais pas dû vous parler de ça, alors. Faites comme si je n'avais rien dit. » M'efforçai de rester patient. Je lui expliquai une fois de plus que j'étais seulement venu pour découvrir ce qui était arrivé à Abel. Mais il n'était plus intéressé par le sort de mon cousin. Scrutant toujours mon visage, il demanda « Les livres? Est-ce que vous avez lu les livres ?» Je secouai négativement la tête. « Je vous conseille de les brûler. Oui, brûlez-les, tous, avant qu'il ne soit trop tard. » Il parlait avec une insistance presque fanatique. « Je sais ce qu'ils contiennent, croyez-moi. » Ce furent ces dernières paroles qui m'incitèrent par la suite à étudier les recueils laissés par mon cousin. Ce soir-là, donc, je m'assis à la table comme Abel avait dû le faire si souvent, à la lueur de la même lampe, alors que le chœur des engoulevents s'élevait déjà à l'extérieur, pour examiner avec le plus grand soin l'ouvrage que mon cousin avait lu. Je découvris presque aussitôt, à mon grand étonnement, que j'avais commis une erreur. Le recueil qui m'avait semblé imprimé en caractères imitant l'écriture cursive avait été, en réalité, rédigé entièrement à la main. J'acquis ensuite une désagréable conviction. Le manuscrit, qui ne portait aucun titre, était relié en peau humaine. Il était certainement très ancien. Il semblait être composé de feuilles de papier d'origine différente, sur lesquels le compilateur avait recopié des phrases et des pages entières d'autres livres. Certaines étaient écrites en latin, d'autres en anglais, d'autres enfin en français. L'écriture était trop exécrable pour me permettre de lire avec assurance les pages transcrites en latin ou en français, mais je parvins à déchiffrer, après les avoir étudiées, celles qui étaient en anglais. La plus grande partie ne comportait qu'un charabia incompréhensible. Mais je remarquai 2 pages que mon cousin ou quelque autre lecteur précédent avait annotées au crayon rouge, et j'en déduisis qu'elles avaient dû présenter quelque importance pour Abel. Je m'évertuai à clarifier le sens du manuscrit hermétique. La première partie était heureusement assez courte. Pour faire venir Yog-Sothoth de l'extérieur, ayez la sagesse d'attendre que le soleil soit dans la 5e maison. Quand Saturne est en train, tracez le pentagramme de feu
et réciter 3 fois le 9e verset en répétant que la fête de Rodémas et Allon rejettera la chose dans les espaces au-delà de la grille dont Yog-Sothoth est le gardien. À la première tentative, vous risquez de ne pas le voir venir, mais de faire apparaître un autre qui désire tout autant grandir. S'il n'a pas à sa disposition le sang d'un autre, il s'efforcera de prendre le vôtre. Alors considérez tout ceci avec le plus grand sérieux. À la suite de ce paragraphe, mon cousin avait ajouté cette ligne. TF conféré, page 77 du texte. Délaissant pour le moment cette référence, je repris la seconde page marquée, mais j'eus beau la lire attentivement, je n'en compris pas le sens. Je devinais seulement qu'elle était pleine d'extravagance et fidèlement copiée sur un manuscrit bien plus ancien. En ce qui concerne les anciens, d'après les écrits, ils attendent à la porte, et la porte est partout, dans tous les temps. Ils ne savent rien du temps ni de l'endroit, mais ils sont dans tous les temps et dans tous les endroits, sans jamais s'y montrer. Et il y en a parmi eux qui peuvent prendre des aspects et des formes variables, et tous les aspects et toutes les formes, et toutes les portes sont pour eux dans n'importe quel lieu, mais en particulier là où j'ai été appelé, c'est-à-dire à Irem, la cité des piliers, la cité sous le désert, où les hommes qui prononcent les mots interdits devront établir une porte et attendre ceux qui franchiront la porte, comme les Dols, les abominables Migos, le peuple Tcho-Tcho, les êtres des profondeurs, les Googs, les fantômes de la nuit, les Shoggoths et les Vormis, les Shantax qui gardent Kadath dans les étendues glacées et sur le plateau de Leng. Tous sont semblables aux enfants des dieux aînés, mais les descendants de Yith et ceux des grands anciens ne s'entendent pas entre eux, ni avec les dieux aînés. Ils se sont séparés, laissant aux grands anciens la possession de la terre, tandis que la grande race, revenant d'Yith, installait sa demeure dans les temps futurs et sur des espaces terrestres inconnus de ceux qui marchent maintenant sur la terre. Et là est l'attend que viennent à nouveau les vents et les voies qui la porteront en avant et qui lui permettront de se déplacer avec les vents sur toute la terre et parmi les espaces sidéraux jusqu'à la fin des temps. Je lus ce texte avec étonnement. Et comme il ne signifiait rien pour moi, je retournai à la première page et m'efforçai d'en comprendre le sens caché. Je n'y parvins pas, mais je ne pus m'empêcher de penser aux allusions d'Amos Watley concernant ceux de l'au-delà. À la réflexion, je supposai que la notation de mon cousin devait se référer au texte de Relier. Je pris donc ce petit recueil et me reportai à la page indiquée. Ma connaissance de la langue n'était malheureusement pas suffisante pour obtenir une parfaite compréhension du texte, mais il semblait s'agir d'une prière ou d'un chant louant quelque divinité ancienne adorée autrefois par une race primitive. Je le parcourus tout d'abord des yeux, silencieusement, puis je le lus à voix haute, lentement, mais il n'avait pas plus de sens. Si ce n'est qu'il ressemblait curieusement à un ancien credo religieux qui devait relater, je le devinais, une période de l'existence. Lorsque, l'esprit fatigué par mes recherches, j'abandonnai la lecture des recueils, les engoulevents avaient repris possession du vallon. J'éteignis et regardai à l'extérieur de la maison le paysage baigné de clair de lune. Les oiseaux étaient là, comme les soirs précédents. Ils projetaient des ombres noires sur l'herbe et sur le toit.
À la clarté de la lune, ils avaient un aspect bizarrement tourmenté, et ils paraissaient anormalement grands. Je pensais que les engoulevents n'avaient pas plus de 10 pouces de long, mais ceux-ci en atteignaient 12 ou 14, et leur grosseur étant proportionnelle, ils semblaient singulièrement volumineux. Cette impression provenait sans doute du jeu d'ombre et de lumière provoqué par la lune, jeu qui agissait sur mon imagination fatiguée et conditionnée. Il était permis de penser que la véhémence et la force de leurs cris étaient en rapport avec leur taille, apparemment anormale. Ils se tenaient beaucoup plus tranquillement cette nuit, et me donnaient la désagréable sensation d'appeler quelqu'un, ou quelque chose, ou d'attendre un événement qui devait se produire, de telle sorte que les paroles de Esther Hutchins me revinrent en mémoire. Ils viennent chercher l'âme de quelqu'un. Les faits étranges qui allaient par la suite se produire dans la propriété de mon cousin commencèrent cette nuit-là. Quelle que fût la cause qui déclencha le mouvement, il semblait qu'une force maligne venait de prendre possession du vallon. Je me réveillai au cours de la nuit, croyant entendre au milieu du vacarme des engoulevents une voix qui s'élevait dans les profondeurs de la nuit. Instantanément réveillé, je tendis l'oreille. J'écoutai, jusqu'au moment où les whip-poor-will perçants, poussés par des centaines de gorges, parurent marquer le rythme des battements de mon pouls, le rythme de la palpitation des astres. Alors, j'entendis et écoutai, en doutant du témoignage de mes propres oreilles. Une sorte de chant qui s'élevait par moments jusqu'à un ululement en une langue que je ne connaissais pas. Même aujourd'hui, je ne peux pas le transcrire avec précision. Imaginez quelqu'un qui tourne le bouton de réglage d'un poste de radio si rapidement que les émissions en différentes langues se chevauchent et s'entremêlent, et vous établirez un vague parallèle avec la sensation que j'éprouvais. Cependant, une espèce de refrain semblait se répéter, et malgré mes efforts, je ne pus m'ôter cette idée de la tête. Le baragouin que je percevais s'harmonisait étrangement avec les cris des engoulevents. Il me fit penser à des litanies, avec le prêtre récitant la prière et l'audience reprenant en chœur. Le bruit me parvenait par intermittence avec une prédominance de consonnes, coupées occasionnellement de quelques voyelles. La phrase la plus intelligible, et qui semblait être répétée indéfiniment, aurait pu se transcrire comme ceci. L'angle tanga ayogsoto. Le ton des voix allait crescendo pour exploser sur les dernières syllabes. C'était à ce moment que les engoulevents répondaient sur un même rythme. Ils ne cessaient pas totalement de crier, mais quand les autres bruits se produisaient, les chants des engoulevents s'affaiblissaient et paraissaient s'éloigner pour s'intensifier à nouveau et éclater triomphalement dans la nuit en réponse à ces bruits. Ceux-ci étaient étranges et terrifiants, mais ils l'étaient moins que leur source, qui semblait située à l'intérieur de la maison, dans une des pièces du haut ou du dessous. Mais plus j'écoutais, et plus je devenais convaincu d'entendre ce chœur mystérieux et inquiétant naître dans la pièce même que j'occupais. C'était comme si les murs eux-mêmes battaient au rythme des lamentations, comme si la maison tout entière accompagnait ces pulsations, comme si mon être, au plus profond de lui-même, prenait part à cette terrifiante litanie, non pas passivement, mais activement, et même joyeusement. Je ne saurais dire combien de temps
je restais dans cet état cataleptique. Mais laissons finir progressivement par cesser. Je perçus vaguement ce que je pourrais décrire comme des pas gigantesques quittant la terre pour les cieux, accompagnés d'un grand bruissement des engoulevents s'envolant du toit et du jardin. Je tombais ensuite dans un profond sommeil dont je ne devais pas sortir avant le milieu du jour. Je me levai avec vivacité, car je tenais à poursuivre mon enquête auprès des voisins avec le plus de célérité possible. Mais j'avais aussi l'intention d'étudier de plus près les livres laissés par mon cousin. Aussi, lorsqu'à midi j'entrai dans le bureau et m'approchai de la table, je fermai le recueil qu'il avait lu et le mis de côté. J'étais pleinement conscient de ce que je faisais, et j'étais décidé à en lire autant que je le pourrais. Mais j'éprouvais au fond de moi-même un autre sentiment. La conviction bien arrêtée et déraisonnable de connaître déjà tout ce qu'il y avait dans ce livre, tout ce qu'il y avait dans tous les ouvrages entassés dans la pièce, tout, et davantage encore. Et alors que je prenais conscience de cette conviction, il me sembla sentir monter du tréfonds de mon être, comme une résurgence d'un passé ancestral avec lequel je ne voyais aucun lien, un monument de connaissance, tandis que se croisaient devant les yeux de mon esprit des hauteurs titanesques et des profondeurs sans limite, et que je voyais des êtres géants et amorphes, comme des masses de matière protoplasmique, lançant en avant des membres qui s'apparentaient à des tentacules, alors qu'ils se terraient dans les entrailles de la terre, en des lieux insoupçonnés, sombres et dénués de toute végétation, projetés monstrueusement au cœur des étoiles perdues. Dans mon subconscient, j'entendis des noms loués et chantés. Cthulhu, Yog-Sothoth, Astur, Nyarlathotep, Shub-Niggurath et bien d'autres encore. Je savais qu'il s'agissait des anciens condamnés et chassés par les dieux aînés et attendant derrière la grille de réintégrer les places qu'ils occupaient sur la terre dans les temps les plus reculés. La splendeur et la gloire de travailler à leur service m'apparurent clairement. Je sus qu'ils reviendraient se battre pour la domination de la terre contre les habitants de celle-ci, et qu'ils affronteraient à nouveau le courroux des dieux aînés, comme la pitoyable et misérable humanité affronte celui du destin. Et je découvris, comme Abel avait dû le comprendre, que leur sujet étaient les élus, que ces élus devaient les adorer et leur trouver un refuge, les accueillir et les nourrir jusqu'au jour de leur retour, jour où la grille serait ouverte et où des milliers d'autres grilles secondaires s'entr'ouvriraient sur toutes les parties de la terre. Cette vision apparut, puis s'estompa presque aussitôt, comme une image sur un écran. Et je ne saurais en préciser l'origine. Elle fut si brève, si fugitive, que le bruit du livre tombant sur la pile où je l'avais jeté résonnait encore quand elle s'acheva. J'étais ébranlé, car je sentais tout à la fois que ma vision n'avait aucun sens, et que pourtant elle possédait une importance hors de proportion avec cette maison, ce vallon, et même l'univers que je connaissais. Je sortis de la villa et m'exposai au soleil de midi, dont les rayons bienfaisants chassèrent mes sombres pressentiments. Je jetai un coup d'œil à la maison. Le soleil faisait étinceler ses murs blancs, sur lesquels se découpait l'ombre d'un orme. Je pris la direction du sud-est, à travers des champs laissés à l'abandon, vers la propriété des Whatley, qui se trouvait à environ 1 mille. Seth Whatley était le frère cadet d'Amos. Ils s'étaient querellés quelques années plus tôt pour une raison inconnue, m'avait-on dit à Aylesbury, et maintenant ils évitaient de se parler et de se voir, bien qu'habitant à 2 milles l'un de l'autre. Amos avait vécu chez les Whatley de Dunwich, qui étaient
À en croire les habitants d'Aylesbury, la branche déchue d'une vieille famille noble du Massachusetts. Sur sa plus grande partie, le chemin serpentait dans les collines au long des pentes abondamment boisées et très souvent, je dérangeais des engoulevents qui s'envolaient sans bruit et décrivaient quelques cercles avant de se poser à nouveau horizontalement sur des branches ou sur le sol, s'harmonisant merveilleusement avec les feuilles ou l'écorce des arbres, et m'observant de leurs petits yeux noirs et perçants. Ici et là, j'aperçus des œufs cachés au milieu des feuilles. Les collines regorgeaient d'engoulevents, mais je n'avais pas eu besoin de venir jusqu'au cœur des bois pour le savoir. Il me parut tout de même étrange qu'ils fussent 10 fois plus nombreux sur le versant qui faisait face à la propriété de mon cousin que sur celui qui lui était opposé. Mais c'était un fait. En descendant, à travers les bois pleins de la senteur de mai, le versant qui menait au vallon où résidaient les Whatley, je n'effrayais qu'un seul oiseau, qui s'écarta sans bruit, mais ne s'éloigna pas et resta à m'observer, tandis que je passais devant lui. Il ne me vint pas à l'esprit à ce moment que cette curieuse attention des engoulevents sur ce versant put être inquiétante. J'appréhendais la réception des Whatley, et je découvris rapidement que mes craintes étaient fondées. En effet, Seth Whatley s'avança à ma rencontre, un fusil à la main, le regard menaçant. « Je ne vous conseille pas de nous ennuyer », me lança-t-il avec défi alors que j'approchais. Il venait manifestement de finir de déjeuner, et il retournait à son travail dans les champs quand il m'avait aperçu. Il était alors rentré rapidement dans la maison pour y prendre son fusil. Derrière lui, je pouvais voir sa femme avec ses 3 enfants accrochés à ses jupes, m'observant les yeux emplis d'effroi. « Je ne veux pas vous déranger, monsieur Whatley. » Je m'efforçai de parler sur le ton le plus rassurant possible, tout en réprimant l'irritation qui m'envahissait devant l'inimitié de l'accueil que les voisins me réservaient partout où j'allais. Je tiens seulement à savoir ce qui est arrivé à mon cousin Abel. Il me lança un regard glacial avant de répondre. « Nous ne savons rien. Nous n'avons pas l'habitude d'espionner les voisins. Votre cousin pouvait faire ce qu'il voulait tant qu'il nous laissait tranquilles, même s'il y a des sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder, » ajouta-t-il sombrement. « Quelqu'un a dû le faire disparaître, monsieur Whatley. »« Il a été emmené. C'est mon frère qui le prétend, à ce qu'on m'a dit. On lui a pris son corps et son âme. Et si un homme recommence à fouiner là où il ne faut pas, il lui arrivera la même chose. Aucun être humain ne lui a fait quoi que ce soit. Il n'aurait pas dû se montrer trop curieux. Je vais découvrir, il me menaça de son arme. Vous ne trouverez rien par ici. Je vous ai dit que nous ne savions rien, et je vous le répète. Ne le prenez pas mal. Et ma femme est inquiète. Et je ne tiens pas à la voir complètement affolée. Alors, allez-vous-en. L'invitation de Seth Whatley était peut-être grossière, mais elle était catégorique. Je reçus à peu près le même accueil chez les Hoff. Cependant, je ressentis, d'une façon plus poignante, une certaine tension dans l'atmosphère. J'y décelai non seulement la peur, mais aussi la haine. Ils se montrèrent plus polis, mais aussi anxieux de se débarrasser de moi. Quand je les quittais, sans avoir reçu la moindre réponse encourageante à mes questions, j'avais compris que pour leurs esprits obtus, la mort de la femme de Laban Hoff était imputable d'une manière ou d'une autre à mon cousin. Je l'avais deviné, moins à ce qu'ils avaient dit qu'à ce qu'ils n'avaient pas dit. L'accusation était contenue dans les mots non prononcés, et que je pouvais lire dans leurs yeux soupçonneux et sur leurs lèvres qui remuaient sans bruit. Je le compris, sans avoir besoin de chercher plus loin, et je me souvins des paroles d'Esther Hutchins à sa cousine Flora, qui avait accusé les engoulevents d'avoir appelé l'âme de Benj Wheeler, de la fille Hoff et d'Annie Begbye. Alors, sans avoir à en entendre plus, je sus que les oiseaux et mon cousin étaient mêlés à la même superstition primitive qui hantait jour et nuit la conscience de ces paysans isolés. Mais je ne pouvais pas encore savoir quel lien reliait entre eux tous ces événements. Il était patent, en tout cas, que ces gens me considéraient
avec la même frayeur et le même dégoût que mon cousin. Et quelle que fût la raison qu'ils avaient de haïr et de redouter Abel, il était clair qu'elle s'appliquait aussi à moi, dans leurs esprits à l'intelligence limitée. Pourtant, Abel, si je me fiais à mes souvenirs, avait toujours été beaucoup plus sensible que moi. Sous un aspect bourru, il était un être doux, veillant à ne déranger personne, incapable de faire du mal à un animal, et encore moins à un humain. Les soupçons de ses voisins avaient dû naître dans l'ombre de la superstition, qui hante encore à l'époque actuelle les villages isolés, toujours prête à chasser de nouvelles sorcières de Salem et à persécuter jusqu'à la mort d'innocentes victimes sans défense, dont le seul crime est une connaissance supérieure, celle de leurs concitoyens. Ce fut cette nuit-là, nuit de la pleine lune, que l'horreur envahit le vallon. Mais avant d'apprendre ce qui était arrivé dans la poche cette nuit-là, je vécus de mon côté des événements singuliers. Ils commencèrent dès mon retour à la maison, à travers les collines, après ma dernière visite de l'après-midi, visite à la famille Osborne, aussi peu accueillante que les autres, alors que le soleil disparaissait déjà derrière le sommet des collines. Je me trouvais à table. J'éprouvais de nouveau une étrange impression. Je fus persuadé de ne pas être seul dans la villa. Alors je délaissai mon dîner et décidai d'en avoir le cœur net. Après avoir sans résultat fouillé le rez-de-chaussée, je pris une lampe, car les petites fenêtres du haut ne laissaient guère passer de lumière, et j'entrepris de visiter l'étage. Durant tout ce temps, il me semblait confusément entendre quelqu'un m'appeler. Quelqu'un m'appelait avec la voix d'Abel, à la manière dont il criait mon nom quand nous étions enfants, et que nous jouions ensemble dans cette maison du vivant de ses parents. Dans le débarras, situé à l'extrémité du couloir, je fis une découverte qui me laissa perplexe et que, aujourd'hui encore, je ne saurais expliquer rationnellement. Je fis cette découverte par hasard, en découvrant qu'un carreau manquait à une fenêtre. Je ne m'en étais encore jamais rendu compte. La pièce était emplie de boîtes et d'objets usagés, entassés et rangés assez proprement, de manière à laisser entrer par l'unique fenêtre le plus de lumière possible. Je suivis l'espèce de couloir ainsi formé et m'approchai de la fenêtre. Quand j'eus contourné l'entassement des boîtes, je remarquai qu'un petit espace libre avait été ménagé entre ces boîtes et la fenêtre. Espace assez grand pour permettre à un homme d'y glisser une chaise et de s'y asseoir. Et effectivement, je trouvai une chaise. Mais personne n'y était assis. En revanche, je découvris des vêtements que je reconnus pour avoir appartenu à Abel. Et la manière dont ils étaient disposés sur la chaise me fit frissonner, sans que je puisse savoir pourquoi j'étais si effrayé. Le fait est que ces vêtements étaient curieusement disposés. Il ne semblait pas que quelqu'un les eût posés de cette manière. Même après une longue réflexion, je ne crois pas que quelqu'un aurait pu les disposer ainsi. Je les observai longtemps, avant de parvenir à la seule explication logique. Quelqu'un avait dû s'asseoir là et avait été, par la suite, retiré de ses vêtements, comme s'il en avait été aspiré. Les vêtements s'étaient ensuite affaissés sur eux-mêmes. Je posai la lampe et les examinai de plus près. Ils n'étaient absolument pas poussiéreux. Ils ne devaient pas se trouver sur la chaise depuis longtemps. Je me demandais si les hommes du shérif les avaient aperçus, bien que je visse mal. Quelle conclusion autre que la mienne ils auraient pu tirer de cet indice? En définitive, je les laissai sur la chaise sans les déplacer et décidai de prévenir la police dès le lendemain. Mais je fus distrait par une chose, puis par une autre, et les événements qui se succédèrent dans la poche me les firent complètement oublier. Les vêtements sont toujours là-bas, affaissés sur la chaise, tels que je les ai trouvés par cette nuit de pleine lune, près de la fenêtre du débarras. Je l'affirme, ici et maintenant, car la présence de ces vêtements abandonnés est une preuve formelle de ce que j'affirme. Elle me permet de lutter contre les terribles doutes qui ne manquent pas de me troubler. Cette nuit-là, les engoulevents crièrent avec une insistance diabolique.
Je commençais à les entendre alors que je me trouvais encore dans le débarras. Ils appelaient du cœur des sombres pentes boisées qui se trouvaient maintenant dans l'ombre, alors que loin vers l'ouest, le soleil, bas sur l'horizon, n'avait pas encore disparu. Et bien que le vallon fût déjà dans une semi-obscurité, le soleil devait encore briller sur la route qui reliait Arkham à Aylesbury. Il était tôt pour les Engoulevents, très tôt. Ils ne s'étaient jamais manifestés d'aussi bonne heure. Déjà irrité par la stupide superstition qui m'avait accueilli dans toutes mes visites de la journée, j'étais certain de ne pas pouvoir supporter une autre nuit d'insomnie sans danger pour mon système nerveux. Bientôt, les cris et les appels déferlèrent de toutes parts. Oui, pour Will, oui, pour Will. Rien que ce hurlement monotone et aigu. Oui, pour Will, oui, pour Will. Ils descendaient des collines vers le vallon. Ils emplissaient cette nuit de pleine lune à mesure que les oiseaux cernaient la maison de plus en plus près et que cette dernière semblait lui faire écho d'une voix qui lui était propre, comme si chaque poutre, chaque clou, chaque pierre, chaque bardeau, chaque planche répondait au vacarme de l'extérieur, à l'affolant, à l'horrible « oui, qui s'élevait en un chœur cacophonique et faisait se tordre chaque fibre de mon être. Ces hurlements formaient une vague qui heurtait les murs de la maison et rebondissait jusqu'au flanc des collines, comme si elle faisait partie d'une litanie fantastique, et toutes les cellules de mon corps gémissaient de douleur devant cet assourdissant triomphe. Il était près de 8 heures quand ce soir-là je décidai de réagir. Je n'avais apporté aucune arme avec moi. Le fusil de mon cousin avait été saisi par le shérif et se trouvait encore au poste de police d'Aylesbury. Mais j'avais découvert une barre de fer sous le lit où je couchais. Mon cousin l'avait manifestement cachée là, au cas où il aurait été surpris en pleine nuit par des cambrioleurs. Je décidai de sortir et de tuer le plus possible d'Engoulevents en espérant les chasser ainsi pour de bon. Comme je n'avais pas l'intention de m'éloigner, je laissai brûler la lampe dans le bureau. Dès mes premiers pas dans le jardin, les Engoulevents s'écartèrent devant moi. Mais mon irritation n'en éclata pas moins. Je me ruai sur eux, frappant au hasard, tandis qu'ils s'envolaient autour de moi, certains silencieusement, d'autres en piaillant toujours horriblement. Je les poursuivis hors du jardin, sur la route, dans les bois, à nouveau sur la route, et encore dans les bois. Je les poursuivis, très loin, sans pouvoir préciser à quelle distance, mais je sais que j'en tuai beaucoup, avant de regagner la maison, complètement exténué. J'eus à peine la force d'éteindre la lampe qui s'était presque entièrement consumée avant de me laisser tomber sur le lit, avant que les Engoulevents qui m'avaient échappé en s'enfuyant eussent repris leur vol vers la maison. Je m'étais endormi. Comme j'ignorais l'heure de mon retour, je ne saurais dire combien de temps j'avais dormi quand la sonnerie du téléphone me réveilla. Bien que le soleil fût déjà assez haut dans le ciel, il n'était pas encore 5h30. Comme j'en avais pris l'habitude, je me rendis à la cuisine où se trouvait le téléphone et décrochai. Ce que j'entendis me glaça le sang d'horreur. Madame Wheeler, ici Emma Whatley. Vous connaissez la nouvelle? Non, Madame Whatley. Je ne suis au courant de rien. Mon Dieu, c'est horrible. C'est au sujet de Bert Giles. Il a été tué. On l'a découvert aux environs de minuit dans le chemin qui conduit au ruisseau des Giles, près du pont. C'est Lute Corey qui l'a trouvé. On dit qu'il a poussé un cri qui a réveillé Lem Giles. Et à la seconde où Lem a entendu hurler son voisin, il a compris. Il a tout compris. La mère de Bert l'avait supplié de ne pas aller à Arkham. Mais il avait décidé de s'y rendre et il ne l'a pas écouté. Vous savez comment ils sont dans cette famille. Et puis il devait rejoindre les Baxter qui travaillaient à la ferme des Osborne, à 3 miles de chez les Giles. Ils devaient faire la route ensemble ensuite. On ne sait pas ce qui l'a tué. Mais Seth, qui est passé sur les lieux ce matin au lever du soleil, m'a dit que le sol était tout retourné, comme si on s'était sauvagement battu. Il a vu le pauvre Bert, ou du moins ce qu'il en restait,
Mon Dieu, Seth a dit qu'il avait été égorgé et qu'il avait les poignets tailladés. Ses vêtements étaient en lambeaux. Et ce n'est pas tout, même si c'est le pire. Alors que Seth se trouvait là-bas, Curtis Begbie est arrivé en courant et lui a appris que 4 vaches de Corée qui passaient la nuit dans les champs au sud avaient été tuées. Elles avaient été égorgées, tout comme Berthe. Mon Dieu, à qui le tour maintenant? Le shérif pense que c'est peut-être un animal sauvage. Mais il n'y a aucune trace reconnaissable. Il est arrivé sur les lieux peu de temps après la découverte du massacre, mais Seth dit qu'il n'a pas appris grand-chose. Oh, ce n'était pas pire quand Abel était là. J'ai toujours dit qu'Abel n'était pas le plus terrible. Je le savais. Je le savais que certains bons amis de Seth, Wilbur ou le vieux Watley par exemple, sont bien pires que ne l'était un gars comme Abel Harrop. Je le savais, Madame Wheeler, et il y en a d'autres à Dunwich. Les Watley ne sont pas les seuls. Si ce n'est pas Abel, et Seth m'a dit que pendant qu'il se trouvait encore à côté du cadavre du pauvre Bert Giles, Amos était arrivé. Amos, qui n'a pour ainsi dire jamais adressé la parole à Seth en 10 ans, s'est contenté de jeter un rapide coup d'œil et a murmuré entre ses dents une phrase du genre « Ce pauvre crétin a prononcé les paroles ». Simplement ça. Alors, Seth s'est tourné vers lui et lui a demandé « Qu'est-ce que tu racontes, Amos ?» Amos l'a regardé et lui a lancé « Rien n'est plus dangereux qu'un fou qui ne sait pas ce qu'il a entre les mains. » Amos Watley a toujours été un sale bonhomme, Madame Watley. Tout le monde le sait, et ce n'est pas ce que vous racontez qui modifiera ce que nous pensons. Au contraire, personne ne le sait mieux que moi, Madame Wheeler. À ce moment, d'autres femmes vinrent se joindre à la conversation. Madame Osborne prit la parole pour leur apprendre que les Baxter, lassés d'attendre et pensant que Berthe avait changé d'avis, étaient partis pour Arkham. Ils étaient revenus vers 11h30. Esther Hutchins prédit que ce n'était qu'un commencement. Amos l'avait dit. Winnie Hoff hurla hystériquement qu'elle avait décidé d'emmener les enfants, sa nièce et son neveu, à Boston et d'attendre que le diable cherche refuge ailleurs. Ce fut seulement quand Esther Hutchins leur apprit que Jess Trumbull venait de rentrer, en répétant à tout le monde que Bert Giles avait été vidé de son sang, ainsi que les 4 vaches de Corée, que je raccrochai. Je pouvais reconnaître la naissance d'une légende, et le travail insidieux de la superstition qui s'édifie en les modifiant sur des faits réels. J'entendis tout au long de la journée des récits plus ou moins différents. À midi, le shérif s'arrêta chez moi et me demanda pour la forme si je n'avais pas entendu quelque chose au cours de la nuit. Je lui répondis que j'étais incapable d'entendre autre chose que les cris des engoulevents. Comme tous ceux qui l'avaient interrogé avaient mentionné le vacarme des engoulevents, il n'en fut pas surpris. De son côté, il m'apprit que Jethro Corey s'était réveillé pendant la nuit et avait entendu meugler les vaches, mais le temps pour lui de se lever et de s'habiller, elles avaient cessé leur vacarme. Il avait pensé que peut-être elles avaient été troublées par le passage de quelque animal sauvage, car les collines fourmillaient de renards et de ratons laveurs, et il s'était recouché. Mamie Watley avait entendu quelqu'un hurler. Elle affirmait avoir reconnu la voix de Berthe. Mais, comme elle n'en avait pas parlé qu'après avoir appris tous les détails du massacre, le shérif mettait ses affirmations au compte d'une imagination fertile et d'une tentative puérile pour attirer l'attention sur elle-même. Après le départ du shérif, je reçus la visite d'un de ses adjoints, qui se montra sérieusement mal à l'aise, car leur incapacité à résoudre le mystère de la disparition de mon cousin constituait une mauvaise note dans leur dossier, et ce nouveau crime risquait de leur attirer de nouvelles critiques. Mais, à part ces visites et quelques sonneries de téléphone, je ne fus pas dérangé de la journée, et je m'arrangeai pour dormir un peu, en prévision des cris des engoulevents qui allaient certainement troubler ma nuit. Et pourtant, curieusement, cette nuit-là, les engoulevents et leurs piaillements aigus me jouèrent un bon tour. J'étais parvenu à trouver le sommeil, malgré leur cacophonie, et j'avais dormi environ 2 heures, quand je me réveillai en sursaut. Je pensais tout d'abord que l'aube s'était levée, mais je me trompais.
je compris tout à coup que ce qui m'avait réveillé était l'absence de vacarme. Le brusque silence des engoulements et le calme total qui en avait résulté m'avaient tiré de mon sommeil. Cet événement curieux et sans précédent m'intrigua profondément. Je me levai, passai un pantalon et allai jeter un coup d'œil par la fenêtre. J'aperçus un homme qui s'éloignait de la maison en courant, un homme très grand. Je pensai immédiatement au sort du malheureux Bert Giles la nuit précédente, et je fus momentanément paralysé par la peur, car un colosse de cette taille pouvait très bien être le responsable du massacre, un homme hanté de manies humaines. Et je me rappelais alors qu'un seul homme répondait à ce signalement dans le vallon, Amos Watley. La direction qu'il emprunta en disparaissant dans la nuit était celle de la ferme Hutchins, où il travaillait. Ma première impulsion fut de courir à sa poursuite et de l'appeler. Mais j'y renonçai, en apercevant soudainement du coin de l'œil une lueur orange. J'ouvris précipitamment la fenêtre et je me penchai au dehors. Le feu avait pris au bas du coin droit de la villa. Grâce à la promptitude de mon action et aussi grâce à un seau plein d'eau que je trouvais près de la pompe, je pus éteindre sans peine les flammes naissantes, alors que le feu n'avait eu le temps de commettre qu'un minimum de dégâts. Seule une surface de 2 ou 3 pieds carrés avait été quelque peu roussie. Mais il était évident que le feu avait été mis volontairement, et sans aucun doute par Amos Watley. Si les engoulements n'avaient pas brusquement cessé leur piaillement, j'aurais péri au milieu des flammes. En tout cas, j'en fus particulièrement troublé, car si mes voisins me détestaient au point d'utiliser de tels moyens pour se débarrasser de moi, que pouvais-je encore attendre d'eux? Toutefois, la lutte avait toujours fouetté mon énergie. Après quelques instants d'hésitation, je réagis comme à mon ordinaire et me retrouvai plus décidé que jamais à atteindre mon but. Si mon enquête sur la disparition de mon cousin affolait ces gens à un tel point, j'étais dans le vrai, en pensant qu'ils en savaient beaucoup plus qu'ils ne le prétendaient. Je retournai me coucher, résolu à affronter Amos Watley dès le lendemain. Il se trouverait, sans aucun doute, dans un des champs des Hutchins, et nous pourrions avoir une conversation sérieuse. Au milieu de la matinée, je me mis, comme prévu, à la recherche d'Amos Watley. Je le trouvai, à l'endroit où je l'avais déjà rencontré, dans le champ au sommet de la colline. Mais cette fois-ci, il ne s'avança pas vers moi. Au contraire, il arrêta ses chevaux et m'observa, sans bouger. En m'approchant du petit mur de pierre sèche, je vis que le visage barbu d'Amos exprimait autant d'appréhension que de défi. Il se tenait immobile, se contentant de repousser son chapeau un peu en arrière sur sa tête. Ses lèvres étaient serrées au point de ne plus dessiner qu'une ligne mince et ses yeux me surveillaient avec acuité. Comme il se tenait relativement près de la clôture, je m'arrêtai où je me trouvais, à la lisière du bois. « Watley, je vous ai vu mettre le feu à ma maison cette nuit, dis-je. Pourquoi? » Ma question resta sans réponse. « Allons, je suis venu m'expliquer avec vous. J'aurais très bien pu me rendre directement à Aylesbury et aller tout raconter au shérif. Vous avez lu les livres, me lança-t-il d'une voix rauque. Je vous avais dit de ne pas le faire. Vous avez lu le passage à voix haute. Je sais que vous l'avez fait. Vous avez ouvert la grille, et ceux de l'au-delà peuvent venir. Vous êtes comme votre cousin. Il les a appelés, et ils sont venus. Mais il n'a pas fait ce qu'il voulait, alors ils l'ont emmené. Mais il ne savait pas. Et vous ne savez pas non plus, hein? À cette seconde précise, ils sont dans la vallée. Et personne ne peut dire ce qui se passera maintenant. Il me fallut un certain temps pour comprendre quelque chose à ce charabia. Même après réflexion, le sens de sa tirade n'était pas très clair, ni logique. Amos voulait apparemment suggérer qu'en lisant à voix haute un passage du recueil de mon cousin,
J'avais permis à une force de l'au-delà de pénétrer dans le vallon, sans aucun doute une nouvelle manifestation de l'absurde superstition des gens du pays. Je n'ai aperçu aucun étranger, dis-je sèchement. On ne les voit pas toujours. Mon cousin Wilbur prétend qu'ils peuvent prendre la forme qu'ils désirent. Ils peuvent pénétrer à l'intérieur de votre corps. Ils peuvent se nourrir par votre bouche et voir par vos yeux. S'ils ne sont pas satisfaits, ils vous emmènent. Comme ils ont enlevé votre cousin, vous ne les voyez pas, poursuivit-il d'une voix maintenant proche de l'hystérie, parce qu'ils sont en vous en ce moment. J'attendis patiemment que son excitation se calmât quelque peu. Et que mange-t-il? Demandai-je tranquillement. Vous le savez, hurla-t-il avec force. Le sang et l'esprit. Le sang pour croître, et l'esprit pour acquérir la sagesse humaine. Riez si vous voulez, mais c'est la vérité. Les engoulevents, eux, le savent. C'est pour cette raison qu'ils crient toutes les nuits près de votre maison. Malgré son visage grave et son ton sérieux, je ne pus m'empêcher de sourire, comme il l'avait lui-même prévu. Et cela ne m'explique pas pourquoi vous avez tenté de faire brûler ma maison, et moi avec, par la même occasion. Je ne vous veux pas de mal, mais je tiens à vous voir partir. Si vous n'avez plus de maison, vous ne pourrez pas rester. Vous représentez l'opinion des autres habitants des collines? C'est moi qui en sais le plus, répondit-il. Une certaine fierté dans sa voix, se mêlant à sa crainte pleine de défis. Mon grand-père a eu les livres en main, et il m'en a parlé. Mon cousin Wilbur est au courant, lui aussi. J'en sais plus que les autres sur ce qui se passe là-haut. D'un bras, il désigna le ciel. Et en bas, il montra le sol. Il vaut mieux qu'ils ne sachent rien, sinon ils auraient trop peur. En savoir la moitié est pire que de rien savoir du tout. Vous auriez dû brûler les livres, monsieur Harrop. Je vous l'avais dit. C'est trop tard maintenant. J'observais son visage, sans y voir un signe qui montrait qu'il ne parlait pas sérieusement. Il était parfaitement sincère, paraissant même regretter d'être obligé de me condamner à un destin abominable que lui seul entrevoyait. Pendant quelques instants, je ne sus pas quelle attitude adopter. Je ne pouvais tout de même pas fermer les yeux sur sa tentative de faire brûler ma maison, et moi avec. Très bien, Amos. Quoi que vous sachiez, c'est votre affaire. Mais je sais que vous avez mis le feu à ma maison, et ça je ne peux pas le laisser passer. Je vous demande de réparer les dégâts. Venez quand vous en aurez le temps. Si vous acceptez, je n'en parlerai pas au shérif. Vous ne voulez rien d'autre? Quoi d'autre? Si vous ne savez pas, bougonna-t-il, je viendrai dès que possible. Bien que ces affirmations eussent été ridicules, elles m'avaient tout de même déconcerté. En elles résidait une certaine logique. Mais je songeais tout en cheminant à travers bois pour rentrer chez moi que toutes les superstitions sont fondées sur quelque chose de plus ou moins logique, ce qui explique leur crédibilité et leur transmission d'une génération à une autre. Par ailleurs, Amos Whatley ressentait une peur incoercible, une peur qui ne pouvait être attribuée qu'à la superstition. Whatley était un homme très robuste, qui d'une seule main aurait pu me projeter par-dessus le mur de pierre sèche. L'attitude de ce personnage cachait un mystère profondément troublant, dont il me fallait trouver la clé. J'arrive maintenant à la partie de mon récit qui va malheureusement rester confuse, car je ne suis moi-même pas très sûr de la chronologie des événements auxquels j'ai participé. Encore troublé par les élucubrations de Whatley et sa crainte superstitieuse, je rentrai chez moi et entrepris d'étudier de plus près les livres qui constituaient la bibliothèque de mon cousin. Je cherchais un indice qui justifierait la croyance de Whatley. Cependant, je n'eus pas plutôt ouvert un des ouvrages que j'éprouvais à nouveau la certitude de l'inutilité de ma lecture. Que gagne un homme à étudier ce qu'il sait
déjà. Et que peuvent penser ceux qui ne savent rien du tout? Il me semblait apercevoir à nouveau cet étrange paysage, avec ces gigantesques créatures amorphes, en même temps que j'entendais les louanges de ces noms maudits, détenteurs d'un pouvoir terrifiant, louanges accompagnées d'une musique irréelle et de lamentations chantées par des voix qui n'avaient rien d'humain. Cette illusion ne dura qu'un bref instant, mais il fut suffisant pour me détourner de mes projets. J'abandonnai toute étude plus approfondie des ouvrages de mon cousin, et après un léger déjeuner, je repris mon enquête sur la disparition d'Abel. N'accomplissant pas le moindre progrès, j'abandonnai vers le milieu de l'après-midi et rentrai à la villa, en proie à des sentiments contradictoires. Je n'accusais plus aussi sévèrement le shérif et ses hommes de ne pas avoir fait leur possible pour retrouver Abel. Bien qu'étant toujours aussi déterminé à mener cette enquête à son terme, je commençais, pour la première fois, à douter de ma capacité à le faire. La nuit suivante, j'entendis à nouveau les voix bizarres. Je ne devrais peut-être plus les qualifier de bizarres, car elles me devenaient familières. Elles n'étaient pas identifiables, et cette fois encore, leur origine resta un mystère. Mais cette nuit-là, les engoulevents furent plus bruyants que jamais. Leurs cris envahirent le vallon et toute la maison, autant que je peux en juger. Aux alentours de 9 heures, ils se manifestèrent. La nuit était orageuse. De gros nuages noirs s'accrochaient au sommet des collines et recouvraient la vallée. Il faisait une chaleur humide. Cette humidité augmentait le vacarme des engoulevents et intensifiait les bizarres voix de l'espace qui s'élevèrent, soudain, sans préambule. Comme auparavant, elles restaient excessives, inintelligibles, diaboliques, et autre chose encore qui défiait toute description. À nouveau, il y eut cette sorte de litanie, le chorus des engoulevents s'intensifiant en réponse à chaque mot ou chaque phrase, jusqu'à provoquer une invraisemblable cacophonie de sons qui atteignit un vacarme terrifiant. Pendant quelques instants, je tentai de trouver un sens quelconque aux voix qui emplissaient la pièce, mais elles ne me semblaient pas cohérentes, ne me faisant entendre qu'un véritable charabia. Cependant, au fond de moi-même, je devinais que ce charabia cachait des paroles significatives et inquiétantes, magnifiques et terribles, suggestives et lourdes d'un sens que j'étais incapable de saisir. Je ne me préoccupais plus de déceler leur source. Je savais qu'elles provenaient de l'intérieur de la maison, mais je n'aurais su dire si elles étaient le résultat d'un phénomène quelconque ou de je ne sais quoi d'autre. Elles étaient le produit de l'obscurité, ou alors je ne pouvais en ignorer la possibilité, la pure création d'une conscience profondément troublée par le cri démoniaque des engoulevents qui émettaient de toutes parts leur terrible concert et emplissaient le vallon, la maison et mon esprit de leur infernal cri perçant, insoutenable pour les nerfs. Je restais dans un état presque cataleptique, à écouter. Les engoulevents répondaient en vagues successives de cris qui venaient frapper la maison, qui s'y engouffrait, puis, avec un temps de retard sur les voix, l'écho revenait des collines, martelant mon subconscient avec une force à peine diminuée. Et toujours
cette espèce d'explosion. C'est incessant, oui pour Will, oui pour Will, oui pour Will, qui résonnait dans l'obscurité de la nuit comme le roulement de milliers et de milliers de tambours. Je perdis heureusement conscience. Le corps et l'esprit humain peuvent supporter beaucoup d'épreuves s'ils disposent de temps, de repos, à des moments quelconques, mais mon repos de cette nuit-là s'accompagna d'un rêve d'une précision et d'une terreur indicibles. Je rêvais que je me trouvais dans un lieu perdu, un lieu planté de vastes bâtiments monolithiques, habités non par des êtres humains, mais par des créatures qui dépassaient l'imagination, une région couverte de fougères arborescentes d'une espèce inconnue, de calamites et de sigillés qui entouraient les fantastiques bâtiments, ainsi que de terrifiantes forêts constituées d'arbres inconnus à la surface de la terre. Ici et là se dressaient des colosses de pierre noire, éclairés par un perpétuel crépuscule. À certains endroits gisaient des débris basaltiques d'un âge incroyable. Dans ces lieux où régnait la nuit, les constellations du ciel ne présentaient rien de commun avec celles que je voyais d'ordinaire, pas plus que la topographie du terrain ne ressemblait à quoi que ce fût de ma connaissance, si ce n'est peut-être aux paysages imaginés par certains artistes et représentant la terre dans des temps préhistoriques, bien antérieurs à la période paléozoïque. Des créatures qui peuplèrent mon rêve, je me rappelle seulement qu'elles avaient des formes mouvantes et une taille gigantesque, qu'elles possédaient des membres qui s'apparentaient à des tentacules et leur permettaient de se déplacer, aussi bien que de saisir et de tenir des objets. Ces tentacules avaient en outre la possibilité de se rétracter et réapparaître en un autre endroit du corps. Ces créatures habitaient des demeures monolithiques et la plupart d'entre elles se trouvaient dans un état de somnolence perpétuelle. Elles étaient nourries par des êtres fétaux considérablement plus petits, mais d'une structure qui leur permettait aussi de changer de forme. Elles étaient d'une sinistre couleur fongueuse, qui n'avait aucun rapport avec la couleur de la chair humaine, et qui ressemblait d'ailleurs à la couleur des bâtiments. À certains moments, les créatures paraissaient prendre des formes extraordinaires, comme pour caricaturer les constructions curvilignes si fréquentes en de nombreux points de ce monde imaginaire. Curieusement, les chants et les cris des engoulevents se poursuivaient comme s'ils faisaient partie intégrante du rêve, mais en perspective, leur intensité augmentant ou décroissant, comme si leur distance variait. Et j'eus l'impression de me trouver aussi dans ces lieux, mais sur un plan différent, d'être moi aussi au service des grands, me rendant dans l'obscurité terrifiante des forêts inconnues pour y égorger des bêtes et ouvrir leurs veines afin d'abreuver les grands et leur permettre de croître dans un univers de dimensions différentes. Je ne saurais dire combien de temps dura ce cauchemar. J'avais dormi toute la nuit, et pourtant je fus anormalement fatigué à mon réveil, comme si j'avais peu dormi et travaillé la plus grande partie de la nuit. Je me traînais péniblement jusqu'à la cuisine, me préparais des œufs au bacon. Ensuite, je m'effondrais sur une chaise pour les manger. Ce petit déjeuner, accompagné de plusieurs tasses de café, me redonna quelques forces, et je quittai la table un peu ragaillardi. Le téléphone sonna alors que je coupais du bois dans le jardin. C'était la sonnerie des Huff, mais je rentrai précipitamment pour écouter. Je reconnus immédiatement la voix d'Esther Hutchins, habituée comme je l'étais de sa langue intarissable. Et on dit qu'il y en a eu 6 ou 7 de tués. Les meilleures bêtes de son troupeau, prétend M. Osborne. Elles se trouvaient dans le pré du sud, le plus proche du vallon d'Arop. Dieu sait combien d'autres bêtes auraient été massacrées si le reste du troupeau n'avait pas réussi à abattre la clôture et à regagner les tables. C'est pour ça que le domestique des Osborne, Andy Baxter, est allé jusqu'au champ avec une lanterne,
et il a vu les vaches. Elles étaient dans le même état que celles de Corée et que le pauvre Bert Giles. Elles étaient égorgées et vidées de leur sang. Dieu sait ce qui écume le vallon, Vinnie, mais il faut faire quelque chose, autrement nous allons tous mourir. Je savais que les Engoulevents appelaient une âme, et ils ont pris celle du pauvre Bert. Ils appellent encore, et je sais ce que cela signifie. Vous aussi, n'est-ce pas, Vinnie? Des âmes sont promises aux Engoulevents au prochain changement de lune. Que Dieu nous protège. Je vais partir pour Boston dès que possible. J'étais certain de recevoir avant la fin de la journée une nouvelle visite du shérif. Et je m'y étais préparé. Je n'avais rien entendu. Je lui expliquai que mon insomnie de la nuit précédente m'avait épuisé et que j'avais pris des dispositions pour dormir cette nuit malgré le vacarme des Engoulevents. En retour, il me parla longuement des bêtes d'Osborne. 7 d'entre elles avaient été massacrées, me dit-il. Il y avait un fait étrange, aucune d'elles n'avait beaucoup saigné, bien qu'elles eussent toutes été égorgées. En dépit de l'ignoble sauvagerie de ce carnage, il semblait que l'auteur en était un homme, car on avait découvert autour des cadavres des empreintes de pieds, malheureusement pas assez nettes pour permettre une observation précise. Cependant, il poursuivit ses confidences. Un de ces hommes surveillait Amos Watley depuis quelque temps. Amos avait tenu des propos bizarres, et il avait agi comme s'il s'attendait à ce qui allait arriver. Le shérif parlait d'un ton las. Il n'avait cessé de courir d'un point à un autre depuis son arrivée à la ferme d'Osborne. « Et vous? Que savez-vous sur Watley ?» me demanda-t-il. Hochant la tête, je lui répondis que je ne savais pas grand-chose de n'importe lequel de mes voisins. « J'ai entendu certaines phrases étranges, » ajoutai-je. « Les rares fois où nous nous sommes adressé la parole, il a prononcé des mots curieux. » Le shérif se pencha vers moi avec intérêt. « N'a-t-il jamais parlé de nourrir quelqu'un de quelque chose ?» Je dus reconnaître que oui. Le shérif sembla satisfait. Il prit congé, après m'avoir involontairement contrarié en m'obligeant à lui avouer mon échec dans l'enquête sur la disparition de mon cousin. Je n'étais pas surpris des soupçons du shérif envers Amos Watley, et pourtant, quelque chose au fond de ma conscience s'opposait violemment à la théorie du shérif, tandis que j'éprouvais une impression de malaise, comme le souvenir confus d'un acte laissé inachevé, ou d'une velléité qui n'aurait pas trouvé son aboutissement. Ma fatigue ne s'atténua pas au cours de la journée, et je travaillais peu, me contentant de laver mes vêtements qui commençaient à devenir passablement poussiéreux. Je pris aussi le temps d'examiner le travail de mon cousin sur le filet de pêche. Il avait eu manifestement l'intention d'attraper quelque chose, et quel meilleur gibier aurait-il pu viser que les Engoulevents qu'il avait conduits à bout de résistance nerveuse? Peut-être aussi connaissait-il mieux que moi leurs habitudes, et le vacarme de leurs cris incessants n'était sans doute pas la seule raison qui le poussait à les capturer. Je dormis quand je le pus ce jour-là, écoutant de temps en temps les conversations toujours aussi affolées de mes voisins. Ces conversations furent sans fin. Le téléphone sonna toute la journée. Quelquefois les hommes s'entretenaient entre eux, alors que jusqu'à présent les femmes avaient monopolisé la ligne. Ils parlaient de regrouper les troupeaux de vaches et d'organiser un tour de garde, mais personne ne tenait à rester seul. Ils suggérèrent alors de garder les bêtes dans les étables pendant la nuit. Je devinais que cette dernière solution recueillerait l'unanimité. Les femmes insistaient d'ailleurs pour ne laisser sortir personne la nuit et sous aucun prétexte. Ça n'arrive pas le jour. Il ne s'est jamais rien produit pendant la journée. Alors tout le monde doit rester enfermé dès la nuit tombée, quand le soleil a disparu derrière les collines. Lavinia Haff était partie pour Boston en emmenant les enfants avec elle, comme elle l'avait dit. Elle a filé avec les gamins, en laissant le pauvre Laban. Mais il n'est pas seul. Il est allé chercher un ami à Arkham pour lui tenir compagnie. C'est terrible. C'est une punition du Seigneur. Le pire, c'est que personne ne sait à quoi cela ressemble, ni d'où cela vient. La superstition des vaches vidées de leur sang occupait une large part des conversations. On dit que les vaches n'ont presque pas saigné. Vous savez pourquoi? Parce que leur sang avait été sucé. Mon Dieu, que va-t-il nous arriver maintenant? Nous ne pouvons tout de même pas rester ici à attendre que nous nous fassions tous tuer.
Ces conversations apeurées formaient une sorte de murmure dans l'ombre. Le téléphone donnait, tant aux hommes qu'aux femmes, l'impression d'être moins abandonnés, moins solitaires. Qu'aucun d'entre eux ne jugeait bon de m'appeler ne me surprenait guère. J'étais un nouveau venu, et dans ces régions, les étrangers ne sont acceptés dans un groupe, comme en formaient les voisins d'Abel, qu'au bout de longues années, et quelquefois jamais. Vers le soir, me sentant vraiment très las, je n'écoutais plus les conversations téléphoniques. Les voix revinrent la nuit du surlendemain, et le cauchemar apparut de nouveau, lui aussi. Une fois encore, je me trouvais dans une vaste plaine où s'élevaient d'étranges édifices de basalte au cœur de forêts terrifiantes. Je sus qu'en ces lieux, j'étais l'un des élus, fier de servir les anciens et aux ordres du plus grand d'entre eux, celui qui était semblable aux autres, mais en même temps différent d'eux, qui seul était capable de prendre la forme d'un amas de globes étincelants, le gardien du seuil, le surveillant de la grille, le grand Yog Sothoth, qui se préparait à reparaître dans son ancien repère terrestre où je devrais continuer à le servir. Oh, quelle puissance et quelle gloire, quelle merveille et quelle horreur, quel éternel bonheur! Et j'entendais les engoulevents. Leurs cris formaient un fond sonore qui s'amplifiait et s'atténuait alternativement, tandis que les chœurs s'élevaient vers les étoiles perdues, vers les entrailles terrestres, vers les cieux inconnus, vers les golfes et vers les cimes. Ils chantaient de toute leur force. Et je joignis ma voix à ces chants en son honneur, lui, le gardien du seuil. On m'a dit que je criais cette phrase quand on m'a découvert penché sur le cadavre de la pauvre Amelia Hutchins, lui déchirant la gorge. La malheureuse femme avait été attaquée en revenant de chez Abby Giles. C'est ce que je hurlais dans ma rage bestiale, alors que les engoulevents m'entouraient, criant et piaillant de leurs voix affolantes. Et c'est la raison pour laquelle on m'a enfermé dans cette pièce, avec des barreaux aux fenêtres. Les idiots! Les idiots! Ayant échoué avec Abel, ils se raccrochent à n'importe qui. Comment pense-t-il éloigner l'un des élus des autres? Que peuvent des barreaux contre eux? Mais ils essayaient de m'affoler quand ils m'accusèrent d'être le responsable de tout ce qui était arrivé. Je n'ai jamais levé la main contre un être humain. Je leur ai dit qui était le coupable. Si seulement ils voulaient se donner la peine de mieux regarder, je leur ai dit, ce n'est pas moi. Non, je connais la vérité. Je crois l'avoir su depuis le début. Et s'ils cherchent, ils trouveront des preuves. Ce sont les engoulevents. Les engoulevents qui ne cessent jamais de crier. Les horribles engoulevents qui attendent en tournant lentement
Les engoulevents, les engoulevents dans les collines.